Salut les choux, c'est Malou Monroe, je suis trop contente de vous retrouver. Bienvenue sur Pédagogie, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, bienvenue et je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois un témoignage super précieux de Jérémy Clamy-Hédroux qui est ici présent. Salut, bonjour. C'est le premier rugbyman professionnel français à avoir fait son coming out publiquement. Exactement. Mais on va en parler après, Ça marche. on va un petit peu creuser. Faut qu'on parle. On va parler parce que c'est très important. Alors, t'en as énormément parlé ces dernières années. Exactement. Mais du coup, on va revenir un petit peu aux sources, là, tous les deux aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel milieu t'as grandi ? Dans quel univers t'as grandi ? Ok. D'où t'es venue aussi la passion du rugby, tout ça. Mes parents sont antillais, tous les deux catholiques, antillais. Ma mère guadeloupéenne, mon père martiniquais. Ouais. Ils n'ont pas chômé, donc j'ai 3 sœurs et 2 frères. Famille nombreuse. On a grandi à Rouen, en Normandie, une magnifique ville. Et dans une petite cité. Parents ouvriers, mais ils nous ont toujours mis dans de bonnes conditions. On n'a fait que des écoles privées, enfin voilà. Mais catholiques. Et du coup, pas forcément très ouvert d'esprit, surtout mon père. Et Comment c'est, dès le début, il te faisait des petites phrases, des c'était, petites ça ressemblait à quoi marche correctement, marche droit. Quoi, tu marchais en zigzag ? Oui, je sais pas, je me cherchais, j'étais petit, donc... Enfin, bref... Et donc, mon père, très très dur. Bon, après, j'ai compris que c'était aussi dû à son éducation. Et du coup, c'était un peu compliqué. C'était quoi, plutôt, du coup... Très strict, un peu macho, tu sais, antillais. Et donc, ouais, c'était un peu dur de m'accepter, de m'affirmer, de savoir qui j'étais, où j'allais, sachant que j'étais à l'opposé de lui. Et voilà, donc ça c'était quand j'étais plus jeune. Ta mère, elle était dans quelle énergie avec toi ? Ma mère elle est protectrice, maternaliste, mes enfants, je fais tout pour eux, même parfois un peu trop, mais c'est ma maman et je lui dis merci. Et ouais, ma mère s'est toujours tuée pour nous et c'est toujours décarcassé pour nous faire plaisir et qu'on manque de rien, donc ça c'est vraiment cool. Elle avait pas forcément de retour du coup négatif à faire sur ta façon Non. de t'habiller par exemple ou de Ouais, marcher, c'était quoi tous les styles. Non, bah après ma mère c'est la mère son enfant, bah ma mère elle faisait pas de différence, enfin elle nous a tous aimés, elle nous aime toujours autant et ça c'est cool. Ma mère je peux rien lui reprocher. Mon père, je reproche pas grand chose non plus, mais c'est juste que, ouais, il m'a pas forcément aidé à m'accepter, m'assumer, à grandir de manière totalement libre, parce qu'il était un peu plus dur. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, parce que du coup, je suis une personne assez droite, respectée et respectable, je pense, oui. Ah bah écoute, moi pour l'instant, oui, je dis oui. Et voilà, non, c'est vrai que oui, il était pas très ouvert sur beaucoup de sujets, mais après, voilà, rien à dire. Et d'où t'es venue du coup ta passion du rugby ? Lui, il en faisait ou comment ça... Pas du tout. En fait, on était 6 à la maison, donc du coup, pour que ma mère ait un peu la peine, nous mettait au sport. Vu que mon père est routier, il travaillait la nuit, et du coup, on était tous à la maison avec ma mère. Et je faisais du sport, je faisais du taekwondo, je faisais de la natation, enfin, j'ai fait 3 mois de foot, mais c'était pas pour moi. Et il y a eu la Coupe du Monde en 99, et du coup, mon père a regardé la Coupe du Monde et il s'est dit, ouais, mon fils, il est un peu costaud, je pense qu'il sera bien au rugby. Et c'est comme ça que je suis venu au rugby à Rouen, au Stade Mermoz en 99. Et après, je suis tombé amoureux de ce sport. Et là, du coup, t'as décidé de te professionnaliser ? J'ai décidé, oui, j'ai eu la chance, j'ai fait le travail. J'ai été dans les centres de formation, j'ai joué à Massy, au Racing. Et après, je suis revenu à Rouen et c'est là où j'ai eu mon premier contrat pro avec le club de rugby de Rouen. Trop bien, félicitations. Merci beaucoup. Et donc, du coup, à 9 ans, tu commences le rugby ? Ouais. Et donc... Ton papa qui te conseille un petit peu de faire du rugby, toi tu te rends compte que ça te correspond plus par rapport au foot ? Oui. Est-ce que c'est par rapport à l'énergie des mecs, dans l'équipe, comment ils étaient ? Qu'est-ce qui a fait que tu as plus préféré le rugby que le foot ? J'ai mis du temps à comprendre les règles du rugby, à être bon au rugby et à ne plus avoir peur aussi. Ouais. Et après, en fait, au rugby, bah, je trouvais des copains qui sont toujours proches de moi actuellement. Le rugby, c'est l'école de la vie, c'est un sport d'équipe. C'est une remise en question toutes les semaines pour gagner des matchs. Et ouais, je suis tombé dedans et je suis tombé amoureux du rugby parce que c'est un sport fraternel, d'équipe, de cohésion. Puis on va à la guerre avec les copains. Donc, ouais, je sais pas comment expliquer, mais j'ai accroché avec le rugby. Ok. Et du coup, toi, pas à pas, du coup, tu t'es rendu compte que tu avais une orientation sexuelle, du coup, donc plus homosexuelle. Exactement. Comment tu t'en es rendu compte ? Genre,
Ah bah je m'en suis rendu Comment compte. c'est arrivé Avant de faire du rugby, j'avais déjà un doute. Enfin, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu me diras. Mais, Avant de faire du rugby? Ouais. Mais en primaire, bah, déjà, je regardais plus facilement. Je me retournais plus facilement pour regarder un garçon qu'une fille. J'avais plus de papillons, entre guillemets, pour les garçons que pour les filles. Mais t'en avais un peu pour les filles quand même ou genre, Ouais. Je sortais avec des filles. Je me suis forcé parce qu'en fait je m'acceptais pas. Elle me disait dans la famille ça va pas passer, papa il va pas accepter, donc voilà. T'as vraiment toujours ton père en tête, quoi. Ouais, totalement. Je m'étais fait un plan de carrière limite, un plan de vie. Je vais me marier, j'aurai des gosses et j'irai faire mes affaires le premier de chaque mois. Enfin. C'est quoi tes affaires? Ça veut dire quoi ça? J'irai voir un petit ou un grand. Enfin. Ah ouais. Monsieur, mais genre en primaire tu pensais déjà ça? Ouais, en primaire, collège. Enfin. Arrête. Oui, enfin surtout au collège parce que primaire pour le coup non, je n'étais pas. Tu pensais au mariage en primaire, puis au collège, tu t'es dit, bah, si jamais je prends une voie plus traditionnelle, bah, j'aurais forcément ma porte de sortie à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est triste à dire, mais ouais, en gros, en fait, faut comprendre que les parents, en fait, ils ont un poids, une pression sur l'évolution des enfants. Et après, avant que le libre arbitre vienne, et ben, en fait, on ne veut pas décevoir nos parents. Donc, en fait, parfois, mais ça peut nous suivre encore très très longtemps après, à l'âge adulte. Ça peut nous suivre, et puis moi aussi, parfois, il y a plein de choses où je ne veux pas décevoir mes parents. Mais aujourd'hui, je sais que j'aime les hommes et j'ai mis du temps à dire à mon père que j'étais homo et je l'ai dit de manière très discrète ou pas. Et aujourd'hui, je suis très content parce que mon père, il m'a accepté et il m'aime comme je suis et je suis content, je suis heureux. On va en parler du coup de ton coming out avec ton papa, mais c'est pas la première personne à qui tu l'as fait, non? Il y a eu d'autres personnes. Est-ce que tu l'as fait à quel âge pour ton père? C'était le dernier, c'était à l'âge de 30 ans, mais en fait, depuis l'âge de 16 ans, j'en parle déjà à mes proches, aux copains du rugby. Au début, je disais que j'étais bi, après, j'ai dit que j'étais gay. Après, j'en ai parlé. La première personne de ma famille avec qui j'en ai parlé, c'était ma petite sœur. Enfin, au contraire, non, c'est elle qui m'en a parlé. Elle me dit oui. Mon pote, t'as vu sur les réseaux, la dernière fois qu'on est venu faire ton anniversaire, l'une de tes potes a dit à ma copine, oui, je me permets de danser comme ça avec Jérémy parce qu'il est gay, mais chut, faut pas le dire à sa famille. Ah oui, donc c'était comme ça aussi qu'elle propageait un peu le truc, quoi. Exactement. Ah ouais. Donc ma petite sœur, un jour, on mangeait ensemble et elle me dit, Jérémy, j'ai une question à te poser. Ouais. Et donc c'est elle qui m'en a parlé le premier, donc je lui ai confirmé. Et puis après, au fur et à mesure, j'étais en coloc avec ma grande sœur. Naomi, je peux dire son prénom, il n'y a pas de problème. Donc elle aussi, on coloc, on ne peut pas cacher trop de choses. Ouais. Donc voilà, elle l'a compris très vite. Et puis après, je l'ai dit au fur et à mesure à tous mes autres frères et sœurs. Et à l'âge de 29 ans, ma meilleure amie avec un très bon pote à moi ont décidé de me faire un anniversaire surprise. Et à ce moment-là, j'étais pas trop bien, j'étais un peu... petite dépression suite à une rupture amoureuse, enfin bref. Et il y avait toute ma famille qui était là pour moi. Et du coup, ça m'a donné un peu un baume au cœur dans le sens où, ouais, t'es triste, mais tu comptes quand même pour certains. Et regarde, il y a ta famille qui est là pour toi, pour ton anniversaire. Et du coup, j'ai décidé de le dire à ma mère ce jour-là. Et j'ai dit à ma mère que j'étais gay. Ton père était toujours pas au courant. Et mon père était pas là, il travaillait. Et il était pas au courant, du moins, je lui avais rien dit, quoi. Et donc là, t'avais du monde quand même autour. Ouais. Et ma mère, maladroite, elle me dit « Mais c'est ton choix, il n'y a pas de problème. » Et moi, je dis, et en pleurant « Maman, c'est pas mon choix. Enfin, j'aurais eu un choix à faire, j'aurais pas fait ce choix-là, sachant que papa, comment il est, tout ça. » Elle me dit « Non, mais je me suis mal exprimé, pardon, mon fils, mais je t'aime. » Enfin, bref. Donc ça, c'était la réaction de ma mère, mais ma mère, toujours bienveillante, et elle le savait, de toute façon... elle le sentait. Elle le sentait, elle le savait. C'est pas que je voulais pas la décevoir, mais je voulais plus lui mentir. Ouais. Je voulais être moi-même et je voulais être transparent et assumer, m'assumer pleinement en lui disant quoi. Est-ce que tu lui as dit n'en parle pas à papa, je préfère en parler moi-même et tout? Oui, je lui ai dit. Et elle a tenu sa promesse. Elle m'a dit oui, t'inquiète. Et puis après, elle m'a dit mais ton père peut-être qu'il est déjà au courant. Je lui ai dit non mais lui on parle pas, je lui dirai plus tard. Enfin voilà. Ouais. Et du coup, mon père, je lui ai dit de manière très discrète, j'ai eu la chance de participer à un documentaire qui s'appelle Faut qu'on parle, qui est disponible sur Canal+, je vous invite à le regarder, réalisé par Lies Ougou et Arnaud Bonin. Ouais. Et dans ce documentaire, il y a 6 sportifs de haut niveau. Ouais.
champion du monde, champion olympique, que des grands noms. Mhm. Et tous les 6, on délivre un message positif, un message d'amour. Et on Comment fait t'as aussi été un contacté par la coming out. prod? Parce que toi, du coup, t'avais déjà fait un coming out public et tout? Ah non, pas du tout. Comment Moi, ça se fait j'ai qu'ils toujours t'ont- été out dans mes clubs de rugby, mais dans des milieux très restreints. Et là, pour le coup, en fait, Canal+, des journalistes sportifs Ouais. qui sont en contact avec les clubs, les agents, les entraîneurs et les joueurs pros. Donc, ils ont fait leur petite enquête. Et à la base, ce documentaire devait sortir uniquement avec des footballeurs. Bon, vous le savez très bien, il y a peu de footballeurs qui ont parlé. Pourtant, il y en a. Et Ouais, d'ailleurs, il y a pas une histoire comme quoi il y a des footballeurs qui voulaient pas porter le Oui. brassard là. oui, il y a plein d'histoires comme ça. anti-homophobie et Ouais. Bah ça, après, c'est T'en penses dommage. quoi mais... de ça, toi? mais moi, je pense qu'en fait, dans notre contrat, on doit être bon dans le sport et on doit jouer. Après que le maillot soit rouge, vert ou quand on joue torse nu, on doit jouer. Surtout vu leur salaire, ils doivent jouer. Et en gros, parfois, il y a une amalgame. Parce qu'en fait, quand il y a une marque de bière ou Paris Sport, il n'y a aucun problème, on peut jouer. Mais quand il y a un petit drapeau, non, ils veulent pas jouer parce que c'est à l'opposé de leur conviction ou autre. Enfin bref, après, je veux pas avoir de problème avec qui que ce soit, mais je trouve ça dommage dans le sens où... du rugby, ça aurait pu être un peu plus autorisé. Dans le monde du Accepté et rugby, tout. c'est imposé, c'est plus accepté. Et puis après, au rugby, en fait, c'est simple. Ton avis, on s'en fout. Tu joues et tu te débrouilles pour gagner et être à 100%. Et dans d'autres sports, que je ne citerai pas, mais qui ont un ballon rond, Ouais. je pense qu'il faudrait que que les ligues, les présidents de fédérations tapent un peu plus sur la table pour imposer les choses et ne pas laisser le choix aux joueurs. Et du coup, tu disais que dans le rugby, c'était un peu plus autorisé. Du coup, en fait, ils s'en foutaient un petit peu d'où tu venais, ce qu'il y avait dans ta tête. Il fallait que tu sois bon sur le terrain. En fait, dans le rugby, ces journées-là, par exemple, lutte contre le racisme, lutte contre l'homophobie ou lutte contre autre chose, et bien en fait, le joueur, c'est une autre mentalité, le joueur, et bien, selon ses convictions, et bien, ce jour-là, s'il y a un truc en plus sur le maillot, bah, ce joueur il va jouer au rugby parce qu'en fait, il est payé pour jouer au rugby. Ok. Et en fait, son avis, il est secondaire. Et vu que c'est imposé par la Fédération française de rugby et par la Ligue nationale de rugby, donc il n'y a pas de problème. Ok, mais dans leur mentalité, est-ce que tu sens que pour eux, il n'y a pas de problème non plus, il y a moins de problèmes et tout? Dans leur Comment tu mentalité... le sens, ça? Comment tu l'as senti dans le rugby au niveau de ton... Alors ça, il y a deux niveaux. En fait, les joueurs de rugby professionnel qui est géré par la Ligue nationale de rugby, là-dessus, on va dire que... Je vais pas dire qu'ils sont plus tolérants ou pas, mais ils sont plus surveillés. Donc du coup, ils vont faire attention à ce qu'ils vont dire ou à ce qu'ils vont faire parce que ça peut leur retomber dessus. Tandis que les clubs amateurs, qui sont gérés par la Fédération française de rugby, il y a beaucoup moins de moyens. Et du coup, le joueur il va être un peu plus libre, dans le sens où il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'arbitre formé, compétent. Et du coup, parfois, il peut y avoir un peu plus de laisser-aller. En fait, c'est un enfant qui joue dans le parc avec ses parents, il fera moins de bêtises que quand ses parents ne sont pas là. Ok, donc ça veut dire que dans le fond, il y a encore un problème à régler, au final. C'est la société. Ok. Donc rugby, foot ou danse, la société va mal et du coup, il y a quelque chose à régler. Et c'est pour ça que je me permets aussi d'intervenir à droite ou à gauche pour parler, libérer un message, parler aussi de mon vécu. Et en gros, il faut juste faire comprendre aux gens qu'on est tous différents. Mais c'est cette différence qui fait la force du monde. Donc voilà. Trop bien. Du coup, on revient sur ce On revient documentaire. sur ce documentaire. Il te contacte, du coup, pour être... du coup, faire une sorte de témoignage, en gros, de C'est ton ça. parcours et de qui tu es, au fond, en fait. Il faut qu'on Ouais. parle, hein, c'est pour ça qu'il y a le titre. Faut qu'on parle, ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, tu décides de... Bah, Lies, il m'appelle, justement, je te coupe. Lies, il m'appelle, il me dit ouais, Jérém, voilà, je me présente, journaliste Canal. Je voudrais te proposer de participer à un documentaire. Qui parle d'homosexualité dans le sport. Et est-ce que ça te dirait d'y participer? Moi, je bloque. Comment ça, tu sais que je suis gay, enfin, Canal+. Ouais, vas-y, dis-moi en plus. Et il me dit, bah voilà, en fait, t'es le 6e, donc vous serez 6 sportifs. Et en fait, on va vous suivre, on va vous poser des questions. Et puis, le but, c'est de libérer un message positif pour que ce soit compris, entendu par le plus grand nombre. Et puis, vu que vous êtes des sportifs de haut niveau,
bah, ça aura un peu plus d'impact que si c'est une personne lambda, quoi. Okay. Et moi, j'ai accepté de faire ce documentaire parce que quand j'étais plus jeune, à part Gareth Thomas, un Gallois qui avait fait son coming out, mais vu que je parle pas anglais, donc du coup, je me suis pas forcément identifié à lui. Et du coup, je me suis dit, de faire ce documentaire pour les jeunes, pour qui s'acceptent un peu plus et qui ne perdent pas de temps et qui se disent, être rôle modèle, quoi. Voilà. Ok. Et c'était une superbe expérience. Ok, donc là, t'es filmé, donc on te suit un petit peu dans ton quotidien. Ouais. Du coup, dans tes entraînements, tout ça, c'est ça ? C'est ça. Et puis il y a un moment où du coup, en fait, tu parles de ton homosexualité et tu sais que ça va être publié publiquement. Est-ce qu'il y a un message que tu transmets spécifiquement pour ton père ou tu décides de le... Comment t'as fait en fait pour lui montrer grâce à ce documentaire que t'étais homosexuel ? Comment tu t'y es pris ? En fait, dans leur programmation de documentaire, en fait, j'en suivais un fil rouge. Et à la fin, il y a une question... comment c'est passé quand vous l'avez dit à votre famille ? Et moi, je dis, en fait, là, c'est vraiment le gros point noir, parce qu'en fait, pour le moment, je ne l'ai pas encore dit à mon père. Je n'ai pas encore eu le courage de le dire entre quatre yeux à mon père. Et je dis, là, c'est la télé qui lui dira. Et du coup, en fait, voilà, je regarde la caméra et je dis, voilà, papa, je suis gay, mais je suis ton enfant. Je ne suis pas meilleur ou moins bon que tes autres enfants. Juste, je voudrais que notre relation ne change pas. Je reste ton fils. Et aujourd'hui, je veux juste être moi-même et je te dis qui je suis, quoi. Et je dis ça en pleurant, un peu d'émotion. Enfin, voilà. C'est hyper stressant, c'est hyper poignant. Et, mais ça, après, c'était le plus facile parce qu'en fait, je parlais devant une caméra. Ouais, mais dur, après, c'est ça. Le plus dur, c'était de lui montrer le documentaire. T'as fait quoi ? T'as fait genre, vas-y, ce soir, on se fait une soirée, papa Comment t'as amené le truc ? J'étais stressé, c'était horrible. Le soir de la sortie du documentaire, il y avait un anniversaire chez moi, l'anniversaire de ma nièce, Oast, que j'embrasse. Et moi, je voulais pas qu'il l'apprenne par une autre personne, une tante ou autre, un voisin, un collègue. Stressé. Ma mère dit, oh Jérémy, tu nous emmerdes, tu te calmes, on verra ça demain. Là, c'est pas le moment, on est en famille. On regardera le documentaire demain. Ouais, facile à dire, quoi. Compliqué. Je commence à pleurer. Mes cousines et mes sœurs, ils me rassurent, mais ton père, il est fier de toi, il t'aime, il n'y a pas de problème, t'inquiète, ça va bien se passer. Tandis qu'elles étaient dans les chambres en train de regarder le documentaire parce que voilà, elles ne voulaient pas être spoilées. Et le lendemain, le dimanche, le 22 juin 2021, jour de la fête des pères. Trop bien. On est chez mes parents. Et j'offre une bouteille de whisky japonais à mon père, je lui sers un verre, je m'en sers un aussi. Et je lui dis, papa, voilà, j'ai fait un documentaire sur Canal+, il est sorti hier soir. Et on va le regarder ensemble, il dure 1 heure. Je te demanderai de le regarder et si tu veux, on parlera après ou plus tard. Vous étiez ensemble pour regarder ensemble. On était ensemble avec ma mère et mes sœurs aussi, enfin voilà. Et, lui, il s'est douté de rien, enfin il sentait pas que t'étais un peu tendu et tout. Non, parce qu'en fait, on faisait l'anniversaire de ma nièce la veille. Là, en fait, le lendemain, on était chez mes parents pour manger les restes, puis pour être ensemble, en famille. Et du coup, on met le documentaire. Et on regarde le documentaire pendant 1 heure. Il boit 2-3 verres. Moi aussi. Et voilà, jour de la fête des pères, voilà, papa, je suis gay. Et je t'aime. Mais attends, ça tu lui as dit en live et tout ? Ou il a vu le documentaire ? Il a regardé le documentaire le jour de la fête des pères. Ok. Et à la fin, ça s'est super bien passé. Il a pas fait pause quand t'as commencé à... Genre il a regardé ça de manière détente et tout. Oui, j'ai gratté la tête, il a quand même siroté 3 verres, mais ok. Il a regardé ça de manière détente. Et à la fin, il me dit, y a pas de problème, tu restes mon fils, je t'aime. Trop bien. Et il me dit qu'il le savait, qu'il attendait que je lui en parle avant de m'en parler. Et il m'a quand même fait une remarque, tu n'étais pas obligé de passer par la télé pour me le dire. Mais en fait, dans le documentaire, ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'en fait, avant moi, il y a Amandine Bouchard qui parle. Amandine Bouchard qui va faire les JO bientôt, une super fille. Je vous invite à l'encourager. Et en fait, elle parle de ses parents. Elle a perdu son père quand elle était plus jeune. Et il restait que sa mère antillaise comme mes parents. Et sa mère, elle lui a dit, je n'accepte pas ton mode de vie, donc considère-toi orpheline. Ok.
Et genre, depuis 2017-2018, Amandine ne parle plus à sa mère. Et moi, c'est ce que j'appréhendais avec mon père. Bien et sûr. au final, mon père, il a entendu la détresse d'Amandine et le comportement que la mère d'Amandine a envers elle. Et après, il a entendu le message que je lui ai passé. En gros, je suis ton fils et je veux pas que ça change entre nous, quoi. Et vu qu'il m'aime, eh ben, l'amour d'un parent doit être plus fort que l'homophobie. Et mon père me l'a montré et je suis fier de lui et je lui dis merci parce que c'est ce que je voulais, quoi. Trop bien. Et ouais. Et ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on ne demande rien. Vous nous concevez, vous nous élevez, vous nous nourrissez, vous nous hébergez. Et puis du jour au lendemain, on vous dit juste qu'on préfère Pierre, Paul ou Jacques. Et puis vous nous foutez à la rue. Ben, fallait pas nous faire, quoi. Non, mais je dis ça en rigolant, mais moi, dans mon cas, ça a été cool. Mais il y a plein d'enfants où c'est pas cool. Et du coup, il y a des assos comme le Refuge qui sont là pour. On va les héberger. interviewer d'ailleurs. Et c'est dommage, ça devrait pas exister, quoi. Parce qu'au final, quand tu fais un enfant, c'est que de l'amour. Bien sûr. Et l'enfant, ce qu'il veut en retour, c'est être aimé et aimé. Donc voilà. J'ai la voix un peu serrée, mais c'est derrière moi. Ça fait 3 ans que j'ai fait ce documentaire. Ouais, mais c'est encore bien présent. Hein. Je veux dire que là, je suis. Ouais, non, mais ça se sent encore, mais c'est hyper fort, donc c'est normal. Bah, c'est une histoire vraie. Après, on me voit voilà, avec mes 120 kilos, grand, gaillard, loxé, tout ça, mais je reste. Ouais, je reste l'enfant de quelqu'un, je reste un homme, donc je suis sensible. Et t'as envie d'être accepté et comme là, t'es. c'était mon histoire. Et depuis, en fait, je pense que ça m'a débloqué. Depuis, j'ai rencontré l'amour. Ok, félicitations. Je suis amoureux, très beau garçon. Ouais. Et ouais, je pense que le dire à mon père, ça m'a permis aussi de m'accepter, de m'aimer, d'aimer et d'essayer. Parce qu'en fait, avant, j'étais plus en mode... Attention, c'est ce que je veux dire. Non, vas-y, dis. Avant, j'étais plus en mode, ouais, je consomme, quoi, la vie, quoi. Ouais. Voilà. Tu consommes tout ce qui passe. Voilà. Pédagogie. Et tu penses, mais oui, non, mais bien sûr, hein, on peut trinquer d'ailleurs à tout ça. Mais oui, mais du coup, t'étais aussi épanoui au final dans le fait de pouvoir non, pas t'explorer aussi, ou en fait il te manquait. Mais après, non, j'étais pas tellement épanoui parce qu'au final, mes proches, voilà, j'étais pas jaloux d'eux qui étaient en couple, qui construisaient une vie, mais c'est ce que je voulais moi aussi. Ok. Ouais. Donc ça t'a libéré le fait de pouvoir en parler à ton père. Ouais, t'as réussi à trouver la bonne personne derrière. Parce que la rupture, ton anniversaire, c'était avec une personne avec qui t'étais sorti, mais qui était pas forcément alignée avec toi. Enfin, il y avait un truc qui bloquait. Oui, ouais. Mais c'était une belle personne qui m'a fait grandir sur beaucoup de choses. Monsieur Pérez, mais... Monsieur Pérez. Oui. C'était un prof, c'était un entraîneur. C'est qui? Monsieur Pérez. Non, on va garder son anonymat. Ok. Non, je rigole parce qu'en fait... non, je le dis pas. Okay. Bon, allez, c'est pas grave, on s'en fout. C'est... il travaille pour un grand groupe cosmétique. Ouais. Et il a plus de cheveux. D'accord. Parce que je le vaux bien. Ok. Je te fais un bisou. Vous êtes restés en bon terme, quoi. Oui, on est restés en bon terme, mais heureusement. Trop bien. Ouais. Trop bien. Ok. Et du coup, tu disais que tu avais fait ton coming out aussi avant dans ton équipe de rugby. Ouais. Comment ça s'est passé? Enfin, t'avais quel âge? Comment tu t'es dit J'ai toujours été out dans tous mes clubs de rugby. Et genre toujours, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'es arrivé dans le club et tu leur avais déjà dit, du coup, j'ai commencé le rugby à 9 ans à Rouen, à l'âge de 15-16 ans. J'ai dit que j'étais gay plutôt. Et en fait, les mecs, ils me connaissaient depuis plusieurs années, c'était mes potes, on a grandi ensemble, on s'est construit ensemble. Et on a grandi ensemble, on s'est construit ensemble. Et en fait, ils ont appris à connaître Jérémy, l'homme. Et il n'y avait aucun problème, quoi. Les mecs, je les respecte, je leur demande de me respecter. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun souci. Quand tu dis l'homme, ça veut dire quoi? Jérémy, la personne, l'homme, c'est... l'être humain. L'être humain. Ok. Pas... le mec, il est gay, c'est... Non, c'est... Ils ont appris à connaître Jérémy. Et après, ils ont su que Jérémy était gay. Mais vu qu'en fait, ils ont apprécié Jérémy... Enfin, je parle de moi à 3 personnes par an. Ils ont appris à me connaître. Et après, ils ont su que j'étais gay. Mais vu qu'en fait, en me connaissant, il n'y avait aucun problème. On était potes, on partageait tout. Et puis, moi, je pars du principe qu'en fait, c'est mes potes du rugby, c'est mes frérots.
On les regarde pas, on les touche pas, on les respecte. Et vu que c'était clair dans ma tête, donc il n'y a aucun problème. Et eux, le fait qu'ils sachent que du coup, finalement, enfin, il n'y a pas de finalement, mais que t'es homosexuel, est-ce qu'il y a eu des petites phrases ou des petites taquineries sur les moments où vous êtes nus dans le vestiaire, dans la douche et tout ou même des phrases un petit peu... Pas trop. En fait, les gars de mon équipe, il y a toujours eu du respect, vu qu'en fait, au final, j'étais leur pote, et puis la sexualité, ils y pensaient pas, parce que j'étais pas un danger. Et donc, il n'y a aucun problème. Après, oui, il y a eu une période où on a eu un capitaine qui avait des mots très légers pour nous encourager. Ouais, on n'est pas des PD, on va gagner, on va gagner. Bon, cette phrase, malheureusement, en fait, je l'ai même trop acceptée. Et du coup, en fait, j'y portais pas du tout attention. Même quand il savait que tu étais homosexuel, il le disait. Oui, voilà. Mais malheureusement, c'est le mot le plus utilisé dans les cours de récréation. C'est un mot comme merde, comme merci. Enfin, c'est dommage. Et du coup, ce mot est mal utilisé. Et même moi, en tant que gay, je l'ai trop accepté, à tort. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit, ouais, les gars, c'est bon, on peut parler autrement, vous savez que je suis gay. Enfin, et puis, je suis pas le moins bon. Enfin, même si en étant gay, c'est pas forcément que t'es faible ou que t'es pas bon. J'aurais juste dit, arrêtez d'utiliser ce mot-là à tort et à travers, parce que ça a aucun sens, quoi. Et le fait de revendiquer, d'en parler, donc du coup, les discours ont un peu changé. Mais surtout, en fait, moi, enfin, c'est pas que le problème, c'est j'ai jamais eu de problème. Pourquoi ? Parce que moi, je suis au rugby pour jouer au rugby. Et quand on prend la douche, c'est après un entraînement ou après un match, et on vient se laver. On n'est pas dans une backroom où on est là pour se toucher, se renifler ou autre. Pardon de vocabulaire. Donc du coup, vu que les mecs, je les respecte et je leur demande de me respecter, il n'y a aucun problème. Même parfois au rugby, on peut être tactile, aller une petite claque au cul, aller mon pote, là. Et bien moi, c'est aller mon poulet, tu vois. J'essaye de mettre des barrières pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté ou autre. Ok. Et même parfois, quand ils sont un peu alcoolisés, parce que bon, vous savez très bien, la troisième mi-temps au rugby, elle fait partie du sport. Et parfois, les gars, ils sont un peu plus légers. Allez, fais-moi un bisou. Non, je t'embrasse pas, t'es mon pote. Je suis gay. Je sais qu'il n'y a aucune attirance entre nous. Mais je préfère ne pas qu'il y ait de bisous. Et pas de problème. Okay. Après, oui, en étant totalement honnête, transparent avec vous, à l'âge de 15 ans, voilà, après une Daras, il y a eu un petit frotti-frotta avec un copain du rugby. C'est ça que je voulais te demander. Oui, est-ce qu'il y en a justement, ils se sont dit, bon vas-y, suivons la voie de Jérémy aussi, peut-être que moi aussi j'ai envie de m'explorer, il y a peut-être un truc, tu vois. Non, c'est juste en fait à l'âge de 15 ans, tu sais, chacun se cherche un peu, commence leur sexualité. Et en fait, c'est cette aventure-là qui m'a fait grandir. Et en fait, après une soirée, un petit touche-pipi avec un pote du rugby, il n'y a pas de fumée sans feu, donc on était deux. Et sauf qu'après, il n'a pas assumé. Et moi, en fait, je me suis dit, putain, merde, pour aller 15 minutes de plaisir, je risque de gâcher une amitié quoi, avec un pote. Donc à partir de ce moment-là... 15 minutes, c'est pas beaucoup quand même. On était jeune, 15 ans, on découvrait... Je sais que maintenant c'est plus 15, t'inquiète. On devait avoir des macaronis ou des coquillettes, je sais pas. Pardon. Et du coup, ça m'a permis de grandir. Et en fait, c'est à partir de là où je me suis dit, les gars du rugby, c'est les gars du rugby. Et les autres, c'est les autres. Pour pas dire les plans cul, c'est les plans cul. Mais voilà, donc vraiment segmenter un peu ma vie. Et c'est ce qui m'a permis de grandir, gagner le respect de chacun et d'être respecté. Ouais. Donc voilà. C'est juste nos habits savoir, oui, voilà, on mange pas ou. Voilà. Non, mais faire la différence entre les copains du rugby, le travail et sa vie sentimentale, affective, loisirs. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu t'inquiètes est-ce que t'aurais quelque chose à dire par rapport à ceux qui mélangeraient le fait de ne pas avoir de virilité quand on est homosexuel et tout? Est-ce que pour toi il y a un lien forcément entre son orientation sexuelle et sa virilité? C'est de la MRDE. C'est juste en fait les gens, ils manquent de connaissances, ils manquent de savoir. Tiens, moi je suis du rugby et on dit le rugby c'est un sport viril. Ok. Du coup je te demande qu'est-ce que la virilité? L'équipe de France de rugby féminine, à 15 ou à 7, c'est des machines. Et c'est des femmes. Elles sont coquettes, elles sont belles, et elles sont très fortes au rugby. Donc du coup, qu'est-ce que la vérité? C'est de la merde en fait. Putain. Pardon, moi aussi je suis... Non mais t'inquiète, c'est pas de soucis. Il y a des femmes qui bossent dur, mais c'est pas grave. Pardon. Ok. Non mais t'inquiète.
T'inquiète. Ok, et du coup là, tu fais quoi comme action en ce moment pour... une fois que t'as fait tout ton coming out et tout, tu poursuis du coup ton désir de lutter contre l'homophobie, exactement, d'aider aussi les jeunes à libérer la parole et tout. Tu fais quoi? J'interviens avec des centres de formation de rugby, de foot. J'interviens aussi dans les écoles, lycées, collèges. Je vais aussi dans des entreprises parfois pour libérer la parole. Et je fais aussi partie d'une commission qui s'appelle la ACAD au sein de la Fédération française de rugby. Ça permet de lutter contre les discriminations, apporter des informations, des méthodes, comment agir, comment sanctionner, enfin informer, c'est plutôt cool. Et du coup, on débat, on échange, on fait pas mal d'actions, donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, après ce que je fais, c'est quelques interventions dans les collèges, lycées et entreprises. Et après là, depuis peu, je suis ambassadeur pour NatLife France. Et en gros, c'est vraiment aider les jeunes pour le soutien de la santé mentale, leur dire qu'ils sont pas seuls, aussi être une oreille pour qu'ils puissent se livrer ou échanger. Après, avec eux là, je vais faire une espèce de blog, parce que suite aux documentaires et aux quelques médias que j'ai pu faire, j'ai reçu pas mal de messages d'encouragement, de soutien, de félicitations et de témoignages. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est un blog gratuit et totalement anonyme, avec tous les petits commentaires que j'ai pu avoir, pour le laisser à la nouvelle génération ou l'ancienne, en gros en mode vous n'êtes pas seul, on n'est pas fou, c'est les autres qui le sont peut-être. Et voilà, aimez-vous comme vous êtes, vivez, et puis... Faites-le out, ça se dit. Ouais, après faites-le out, non, je suis pas forcément pour dire il faut absolument sortir du placard. Okay. En fait, chacun prend son temps. Moi, j'ai mis du temps à le dire à mes parents. Et Canal serait pas venu, peut-être que je l'aurais toujours pas dit à mon père. Mais voilà, en fait, c'est selon l'environnement familial, social, selon l'envie, selon la motivation, selon la force, selon plein de choses. Ça dépend de chacun. Il faut être prêt pour le faire. Parce que c'est pas facile, c'est une lourde charge mentale. Et parfois, en fait, malheureusement, tu peux risquer de perdre tes proches parce qu'il manque d'ouverture. Et parfois, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Même si on ne peut pas se renier. Mais parfois, vivons heureux, vivons cachés. C'est triste à dire. Mais pour ça, je ne suis pas forcément pour dire faut absolument faire son coming out. Mais essayer d'être accompagné quand même. Et c'est ce qu'il faut, absolument être accompagné. Et après, voilà, éventuellement, pousser les gens qui sont pas trop ouverts d'esprit à écouter des podcasts comme celui-ci ou d'autres, mais les éduquer ou les rééduquer. Parce qu'au final, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut que de l'amour et être amoureux et aimer. Donc voilà. Merci Jérémy. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était cool. Et merci à tous, merci à toutes d'être là encore sur Pédagogie. Donc c'est le podcast de Passage du Désir. C'est animé par moi-même, Malou Monroe. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur le YouTube aussi de Passage du Désir. Donc en format audio et en format vidéo. Passage du Désir, c'est des love stores qui sont en physique, donc dans des stores ou sur Internet. Et vous pouvez aussi rebondir sur cet épisode, sur Insta, sur YouTube, et nous donner des nouvelles idées d'épisodes. Voilà. À très vite. À Merci. bientôt. Merci à toi. Salut. Ciao.